Bonjour, voici la séance numéro 1 du chapitre 8 d'Histoire, Métropole et colonies avant 1914. En fond d'écran, vous avez ici donc une photo qui date des années 1890, prise donc dans un pays qu'on appelait autrefois le Dahomey, qui correspond donc à l'actuel Bénin, donc une photo très caractéristique de la colonisation ici française, donc en Afrique. Donc, chapitre 8, métropole et colonies avant 1914. En introduction, la colonisation est un phénomène majeur de l'expansion européenne au XIXe siècle. Elle débute pour la France avec la prise d'Alger en 1830, mais l'expansion coloniale est pour l'essentiel l'œuvre de la Troisième République entre 1870 et 1914. La politique coloniale trouve sa justification dans une idéologie qui met en avant l'idée d'une mission civilisatrice. Voilà comment on le présentait à l'époque. Cette expansion coloniale n'en reste pas moins violente, elle suscite des résistances au sein des sociétés colonisées et provoque des débats aussi en métropole. La problématique est la suivante: comment la Troisième République est-elle devenue colonialiste et s'est-elle constituée un empire? Le plan de parties: tout d'abord, grand 1, l'expansion coloniale de la France, et grand 2, le fonctionnement des sociétés coloniales. Commençons tout d'abord par l'expansion coloniale de la France, et en premier point, les raisons ou les causes de l'expansion. Tout d'abord, les motivations économiques. Sur le schéma que vous allez voir maintenant, donc, on peut voir que les colonies ont des matières premières, donc à travers des plantations, production agricole, des mines, et que le travail réalisé sur place par les populations locales est un travail forcé. Donc toutes ces matières premières sont achetées par la métropole à bas prix. Il s'agit de fruits, cacao, coton, canne à sucre, fer, pétrole, etc. La métropole transforme ces matières premières dans ses usines, ses manufactures, ses industries, puis les produits manufacturés qui sont réalisés à partir de ces matières premières sont vendus aux colonies à des prix élevés. Les colonies sont donc des débouchés pour l'industrie française. Il y a bien une domination de la métropole, ici de la France, sur ces colonies. Le terme métropole, à ne pas confondre avec celui utilisé en géographie, est employé dans un empire colonial pour désigner l'État colonisateur par rapport à ses colonies. Vous voyez ici la part de l'empire colonial, donc des colonies, dans les exportations françaises en 1913. Donc un certain nombre de produits, donc vous avez des produits agricoles, tels que le vin, vous avez aussi à partir du coton, les tissus réalisés, le savon, donc 65% des exportations françaises réalisées par les colonies, là c'est important, des produits chimiques, fer, acier, machines mécaniques, donc ça représente quand même une part importante juste avant la guerre des exportations françaises. Deuxième cause de l'expansion coloniale, la concurrence géopolitique. La colonisation apparaît comme un moyen pour les pays européens d'affirmer leur puissance. La France, qui a été vaincue en 1871 par l'Allemagne, comme vous le savez, cherche ainsi hors d'Europe des territoires et du prestige. Cet impérialisme permet de galvaniser et de développer le sentiment national. Alors j'ai utilisé le terme d'impérialisme. Qu'est-ce que cela signifie? On parle ici de domination exercée par un État sur un autre dans différents domaines techniques, économiques, culturels, politiques et autres. Et quand cette domination est territoriale et politique, on parle alors de colonisation.
Troisième cause, la mission civilisatrice. Le sentiment de supériorité des Européens sur le reste du monde s'accompagne d'un désir d'apporter la civilisation aux peuples dits à l'époque sauvages ou arriérés. L'idéologie coloniale repose le plus souvent sur la volonté de diffuser les idées des Lumières, mais aussi le christianisme. Même la République française, laïque, coopère avec les missionnaires dans les territoires qu'elle contrôle pour évangéliser, apporter la parole de Jésus aux populations non chrétiennes. Alors vous avez ici une représentation sur cette peinture de la vision civilisatrice de la France dans les colonies. Un racisme encore plus brutal peut aussi légitimer la domination européenne par la notion pseudo-scientifique d'une hiérarchie définitive entre les races. Vous avez ici donc cette illustration qui représente les 4 races humaines. Comme vous le savez, il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Donc à l'époque, on est persuadé qu'il y en a plusieurs, qu'il y a des différences entre elles. Donc on le voit sur cette illustration extraite, c'est intéressant, du Tour de France par 2 enfants en 1877. Autre cause de l'expansion coloniale, un moyen de régler la question sociale. Alors, la crise économique, je vais vous l'indiquer ici, donc la crise économique des années 1880 provoque une hausse du chômage, de la misère et des inégalités. La colonisation apparaît alors comme un moyen de mettre à distance, de se débarrasser des populations marginales en les transportant de force ou en les incitant à émigrer dans les colonies, c'est-à-dire donc les territoires soumis directement à la domination d'une puissance étrangère, ici de la France. Nous passons, deuxième point, les acteurs et les moyens de l'expansion. Tout d'abord, la supériorité technique des puissances industrielles. Alors, l'industrialisation de l'Europe offre aux puissances du continent une supériorité technique sur les peuples qu'elles souhaitent soumettre. Il s'agit du développement de la navigation à vapeur, du perfectionnement des armes à feu, des progrès de la médecine, je vais y revenir juste après. Donc tous ces éléments permettent aux Européens de se lancer à la conquête du monde. Alors j'ai parlé des progrès de la médecine, vous avez ici donc la mise au point de la quinine, donc une substance extraite du quinquina pour lutter contre le paludisme qui touche les colons dans les pays tropicaux. Deuxième point, des acteurs nombreux. Beaucoup d'acteurs prennent part à l'expansion coloniale. À la fin du XIXe siècle, on parle même de partis coloniales, entre guillemets, qui coordonnent les projets et élaborent l'argumentaire colonialiste. Alors de qui s'agit-il? Des marchands et des industriels qui veulent développer le commerce avec les colonies, et n'oubliez pas qu'à la fin du XIXe siècle, dans les années 1880, début 1890, il y a une crise économique, donc il faut trouver des débouchés. Il y a également donc des géographes qui sont favorables à la colonisation, des explorateurs qui veulent trouver des terres, faire fortune, des militaires qui ont envie de réaliser des conquêtes, des hommes politiques aussi, on a parlé de la mission civilisatrice, etc., qui sont persuadés de la supériorité de la race blanche, des missionnaires dans un esprit d'évangélisation, etc.,
etc. Troisième point, les rythmes de l'expansion. On commence tout d'abord par une colonisation timide. Alors, la France colonise d'abord lentement l'Algérie à partir de 1830, donc que vous voyez ici, donc dans la légende, donc avec les hachures marron, donc sur un fond violet, l'Algérie, hein, colonie de peuplement, on y reviendra, donc ici, voilà, une petite croix, voilà, bleue, hein, donc à partir de 1830, donc colonisation de l'Algérie, mais l'emprise de la France sur le monde jusque dans les années 1880 reste limitée à quelques territoires insulaires ou littoraux, hein, sur le littoral de l'Afrique. Alors vous avez ici, vous voyez, il y a l'AOF, donc l'Afrique occidentale française, et sur les côtes, donc vous avez le Sénégal, Gabon par ici, hein, voilà, Sénégal ici, Dakar, hein, on descend un peu plus au sud, Gabon, Côte d'Ivoire, hein, vous avez alors en Asie la Cochinchine, on y reviendra, hein, du côté Vietnam, Laos, Cambodge, et puis la Nouvelle-Calédonie, hein, dans l'océan Indien, hein, donc des territoires conquis d'ailleurs assez difficilement, hein. Je reviendrai sur cette carte un petit peu plus tard pour d'autres territoires. La course aux colonies. À partir des années 1880, les puissances européennes s'affrontent pour développer leur propre empire colonial. Le Royaume-Uni et la France sont déjà des puissances coloniales affirmées. Elles sont concurrencées par l'Allemagne, la Belgique et l'Italie. Une véritable course au territoire s'engage qui accélère alors la colonisation des continents africains et asiatiques. Mais cette apparente coordination n'empêche pas les tensions entre Français et Britanniques à Fashoda notamment en 1898 ou entre Français et Allemands au Maroc en 1905 et 1911. Sur cette carte, donc vous voyez les différentes possessions en Afrique des pays européens. Donc vous avez en orange les territoires français en 1870, puis en marron en 1914, donc l'extension des colonies françaises. Donc on voit donc l'Algérie ici, hein. Ensuite on verra le Maroc, il y a eu un affrontement important avec l'Allemagne, l'Afrique occidentale française qui regroupe beaucoup de pays, et notre ensemble qu'on appelle l'Afrique ici, que je mets une petite croix bleue, l'Afrique équatoriale française, hein, j'y reviendrai. Vous avez également l'île de Madagascar. Donc la France a beaucoup de colonies en Afrique, concurrencées fortement par la Grande-Bretagne. Vous voyez avec le Nigeria ici que j'entoure. Vous avez dans les colonies anglaises l'Égypte et puis plus au sud le Soudan. On va jusqu'au l'Ouganda, le Kenya et encore plus au sud, hein, Rhodésie, hein, et puis l'Union sud-africaine, donc des pays au sud du continent africain. Mais vous pouvez remarquer qu'il y a d'autres couleurs, donc des pays tels que l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, hein, avec le Congo belge, ici j'entoure là le Congo belge. Vous avez donc les Italiens en Libye, là, ici, voilà, vous avez l'Afrique orientale allemande, hein, et puis en vert les Portugais, hein, qui s'implantent en Angola et au Mozambique. Donc, énorme concurrence entre les pays européens, notamment en Afrique.
L'Empire français en 1911, en superficie, est le deuxième empire derrière celui du Royaume-Uni. Donc vous avez ici une liste des territoires des pays conquis avec leur superficie et leur population. Donc voilà, au total, on arrive à une superficie qui dépasse les 10 millions de kilomètres carrés et plus de 54 millions de populations dominées. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française. Vous avez les pays actuels qui y figurent à l'époque. Donc dans l'Afrique occidentale française, elle est fondée en 1895. On retrouve le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la Guinée, Côte d'Ivoire et le Bénin. La Haute-Volta aussi, qui est l'actuel Burkina Faso. L'Afrique équatoriale française, elle, est fondée en 1910 et elle englobe le Gabon, le Tchad, et puis l'actuelle République centrafricaine. Alors, étudions un cas particulier, l'expédition de Fashoda, le choc des impérialismes en 1898. Alors, vous avez ici plusieurs documents et donc si vous avez le temps, en fait, à partir de ces documents, on va imaginer que vous êtes un journaliste dans un magazine d'histoire et que vous êtes chargé d'écrire un article qui raconte, qui relate la crise de Fashoda et le choc des deux impérialismes qu'elle a provoqué. Alors, je vais reprendre un petit peu ici cette crise de Fashoda, je vais un peu lire les documents et je vais résumer en fait ce que vous pourriez répondre et écrire dans ce magazine. Alors, la colonisation, donc je lis l'introduction de l'Afrique, elle est source de tensions, comme on l'a vu, entre les puissances européennes. Le Royaume-Uni a pour projet de relier par voie de chemin de fer le Caire en Égypte, donc nord de l'Afrique, au Cap, sud, en Afrique du Sud, donc un axe nord-sud. La France, de son côté, cherche à relier le port de Dakar, donc Sénégal à l'ouest, à celui de Djibouti, donc à l'est, un axe ouest-est. Dans ce contexte, donc, la mission sous les ordres du commandant français Marchand, on va y revenir tout à l'heure, et l'armée anglo-égyptienne de Lord Kitchener vont se rencontrer en septembre 1898 dans cette petite ville de Fashoda. Alors, vous avez donc une petite chronologie. Le 10 juillet 1898, Marchand atteint Fashoda. Et vous voyez que juillet, août, septembre, 2 mois après, arrive l'armée anglaise de Lord Kitchener. Et puis on vous dit que le 3 novembre 1898, Marchand reçoit l'ordre de retirer ses troupes. Alors, que s'est-il passé? L'expédition française donc, a lieu et le ministre des Affaires étrangères français, que vous avez ici, qui s'appelle Théophile Delcassé, qui est un radical, comme Clémenceau, donc on est 1898, donc les radicaux sont au pouvoir depuis peu de temps. Donc il est ministre des Affaires étrangères et il considère que la France a besoin de l'alliance anglaise contre l'Allemagne, donc que cette expédition française qui s'est faite en cachette, en fait, est malvenue. Donc il va gérer la crise en privilégiant la négociation et cette négociation va aboutir à la signature en 1904 de ce qu'on appelle l'entente cordiale entre la France et l'Angleterre. Alors pourquoi? C'est-à-dire que la France souhaite en fait un rapprochement avec l'Angleterre parce qu'elle se méfie beaucoup de l'expansion et des volontés de domination de l'Allemagne. Donc il s'agit de contrecarrer les ambitions allemandes. Et donc il y a
il y aura un accord entre la France et l'Angleterre pour faire vraiment contrepoids à l'Allemagne. C'est ça l'entente. Alors, la mission Marchand. Donc vous avez ici une couverture d'un fascicule en 1899. Donc ce Marchand est un capitaine qui reçoit en 1896 le commandement d'une mission qui a pour but caché l'occupation de Fashoda au Soudan. Donc les Français, donc vous voyez, en fait, on voit ici le point de départ, donc Dakar, ici, donc c'est l'Afrique occidentale française, toute cette partie-là, et l'expédition va suivre, vous voyez les pointillés orange là, l'expédition doit aller jusqu'à Djibouti, donc à l'est de la corne de l'Afrique, et va s'arrêter à Fashoda, ici où vous avez l'étoile noire. Donc, les Français occupent le village quelques semaines avant l'arrivée d'une armée britannique plus puissante, celle de Kitchener. Alors, les Anglais, eux, partent du Caire et veulent ici, donc, au nord, et relier le Cap, donc en Afrique du Sud, et donc l'armée de Kitchener va rencontrer celle de Marchand à Fashoda. Donc, et Kitchener, qui est une armée plus puissante, rencontre Marchand et lui donne l'ordre de partir, de se retirer, qu'il n'a rien à faire ici. Marchand va attendre les ordres de l'armée française et du gouvernement français. Il n'a aucune intention de s'en aller. Alors voici l'opinion du député Georges Clemenceau, que vous connaissez. Clemenceau, on a vu que c'était celui qui avait réprimé des grèves à Decazeville, dans les mines de Decazeville, et qui avait provoqué une rupture entre les radicaux et les socialistes. Alors, que dit Clemenceau en 1898 dans ce journal L'Aurore, le même journal qui avait publié le fameux J'accuse de Zola? Voilà ce qu'il dit. Le fait brutal, c'est que Marchand et ses hommes se trouvent hors d'état de résister. Le fait brutal, c'est que la France ne peut avoir la pensée de se lancer dans une guerre européenne pour la possession de quelques marécages africains quand l'Allemagne est campée à Metz et à Strasbourg. Évidemment, il fait référence à l'Alsace, la Lorraine aussi, donc prise par l'Allemagne en 1870. Il faut féliciter M. Delcassé, donc le ministre des Affaires étrangères, d'avoir rendu acceptable la seule solution compatible avec l'honneur. Et oui, puisque le ministre des Affaires étrangères a donné ordre donc à Marchand de se retirer de Fashoda. Voilà, donc nous avons terminé cette première séance. Juste auparavant, un dernier document qui est très intéressant, qui vous montre une caricature. Vous savez qu'à l'époque, dans les journaux, il y a beaucoup de caricatures, et en fait, cette crise de Fashoda provoque dans l'opinion française, anglaise aussi, mais là ici, ce qui nous intéresse, c'est l'opinion française, des réactions nationalistes, anti-anglaises. Alors vous avez ici une version détournée du Petit Chaperon Rouge. Vous avez alors le personnage donc qui est ici, voilà, donc en dessous vous avez les numéros, donc en fait voilà, donc c'est l'Angleterre, donc représenté c'est le loup, donc un avatar du loup. Vous avez en petit 2 ici donc Fashoda qui est offerte aux Anglais, le petit chaperon rouge donc qui apporte un cadeau aux loups anglais. Vous avez en petit 3 donc ici l'Égypte, voilà que l'on voit là ici avec on voit le sphinx et les pyramides revendiquées par la France et l'Angleterre. Donc les Anglais occupent l'Égypte depuis 1882. Et puis en
4, petit 4, ici, voilà, vous avez une sorte de bouclier où il y a écrit Albion. Albion, c'est un terme péjoratif, pour parler d'Angleterre, on parle souvent même de la perfide Albion. Donc voilà, une représentation caricaturale de cet épisode du point de vue français. Donc voilà, nous avons vraiment terminé cette fois cette première séance.